Quand on a commencé à prendre nos premières commandes, on étouffait quoi. C'est-à-dire que dès qu'on avait une commande B2B, je sais pas moi, de 200 pièces, t'avais 4 cartons dans notre local de 15 mètres carrés. Brigitte, donc la directrice de la logistique, la femme de Bruno, est partie à Lyon. Elle a même participé à vendre les t-shirts et les sweats à la soirée. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, je me suis dit, putain, Raphaël, il est dans une sauce. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop-Up. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on a quitté le studio. Je vais vous emmener avec moi à la rencontre directe des e-commerçants chez eux. L'idée, c'est d'aller découvrir les bonnes pratiques, les hacks, les techniques, tout ce qui va vous permettre de découvrir ce qui se passe quand on est de l'autre côté du miroir. Pour ça, aujourd'hui, on est à Aubervilliers. Je vous emmène à la rencontre de Raphaël, le fondateur de Wilty. C'est parti. Salut Raphaël. Salut Yann. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va très bien. On est où ici? Alors ici c'est l'atelier Wilty, c'est un peu l'usine des marques, c'est là où on imprime, on emballe et on expédie les produits directement à nos clients. Trop bien. On va faire un tour? Avec plaisir. Bienvenue dans l'usine des marques. Donc ici en gros tu as toute la partie stockage des produits. On va voir un peu 3 types de machines différents. Ok, grosse machine. Sauf celle-là. Sauf celle-là, petite machine. Donc ça c'est le plotter de découpe, c'est l'outil avec lequel on a démarré Wilty à 7 ans. Ok. En gros c'est une machine qui te permet de découper un logo. Tu as un logo vectorisé, ça découpe le logo, puis ensuite tu viens avec une petite pince à épiler écheniller, c'est-à-dire enlever le surplus de matière. D'accord. Et ensuite le logo est prêt, tu n'as plus qu'à le poser sur ton textile et à imprimer avec une presse. Là on va passer aux machines suivantes. Trois machines numériques. Là le t-shirt est en train d'être imprimé si tu veux venir voir. Tu as la couche de blanc dans un premier temps qui sort. Et ensuite, dans un deuxième temps, tu vas avoir la couleur qui va se mettre par-dessus. Ok. Donc en gros, là, voilà, ça donne ce résultat-là. Donc ensuite, tu passes au four, ça fixe l'encre et le t-shirt est prêt à être acheté, à être livré. Et donc ouais, ça fonctionne comme une imprimante classique. C'est comme une imprimante classique, sauf que là, tu as la couche de blanc d'abord et la couche de couleur par-dessus dans un deuxième temps. Donc là, tu as des presses à double plateau, ce qui permet d'avoir une cadence de production assez élevée. Ok. Donc là, c'est fait, voilà, typiquement le flex qu'on a vu au tout départ. Ok. On a ce genre de logo qui sort, et on n'a plus qu'à mettre le logo sur le t-shirt et à presser avec la presse directement. Donc là, ça dure une quinzaine de secondes. Ensuite, on enlève le petit surplus de plastique et le t-shirt est prêt. Ça va te permettre d'imprimer des aplats de couleurs, c'est ça? Exactement, pas de des dégradé. aplats de couleurs, des logos, une couleur directement à chaud et le t-shirt est prêt, voilà. Et donc je te montre quelques petites réalisations qu'on a fait. Ici, tu vois, par exemple, on a de la sérigraphie. Ok. En gros, tu choisis l'encre, tu peux définir ton visuel au Pantone près. Et ensuite, tu poses le t-shirt sur un cadre. Tu viens racler en fait avec la couleur, avec la peinture, ton logo. Et ça donne ça. Et donc ça, c'est la technique la plus résistante. C'est une technique ancestrale, c'était inventé par les Chinois, la sérigraphie. Et par contre, ouais, on voit que tu as un rendu qui est quand même moins propre qu'avec le flex. Ouais, exactement. Le flex, par contre, c'est beaucoup plus clean, net. Ouais. Et ça, c'est du flex. Okay. Là, tu peux avoir des couleurs un peu fluo. Ouais, ok. Et quand Oui, tu tu pourrais presses, pas avoir que tu peux clairement pas avoir en sérigraphie. Tu as du flex et du double flex. Ok. Donc, je te disais tout à l'heure, le flex, c'est plutôt une couleur, mais en vrai, tu peux faire 2-3 couleurs. C'est juste le temps de travail est beaucoup plus long. Ouais, bien sûr. Et en gros, là, tu as d'abord imprimé le petit triangle grosse fluo et ensuite le blanc. Oui, en fait, tu viens avoir un deuxième. Oui, exactement. Et donc là, derrière, du numérique. En fait, ce t-shirt, il y a 3 techniques. C'est incroyable. Donc là, tu as du numérique. Ouais. Donc tu as tous les dégradés, tu peux faire les dessins, les photos. Là, tu peux tout imprimer. Là, tu as du DTF. Ok. Le DTF, c'est le transfert, la machine. D'accord, ok. On est passé devant rapidement. Et là, du flex. Donc là, sur ce t-shirt, tu as tout notre savoir-faire résumé en un t-shirt. Ensuite, là, voilà, tu as du numérique, mais cette fois-ci sur fond clair. Ok. Donc là, tu vois, ça te permet d'avoir vraiment toutes les couleurs que tu veux faire, du les dégradé, très grand format. Donc là, c'est plutôt utilisé par les artistes en général. Les artistes, ils utilisent beaucoup le numérique parce que ça leur permet d'avoir… Parce que oui, il n'y a pas de limite. Exactement, il n'y a pas de limite. Et en marge? Tu peux imprimer en 40-50 cm de hauteur. Okay. C'est quand même pas mal sur un t-shirt. 50 cm, c'est quasiment la hauteur d'un t-shirt. Les inconvénients du numérique, c'est la résistance au lavage. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre de lavages, la couleur va avoir tendance à passer un petit peu. Les couleurs seront moins vibrantes. Par exemple, la sérigraphie, ça résistera plus dans le temps. Mais l'avantage du numérique, c'est que tu peux faire une pièce. Alors que la sérigraphie, tu as un minimum de commandes. Comme tu as un cadre à créer, tu ne peux pas faire une pièce en sérigraphie. Il faut qu'il y ait au minimum 100 pièces pour que ce soit un peu rentable. C'est ce qui a fait le POD, le Print on Demand. Sans le numérique, ça ne peut pas exister. Le POD est né en même temps que l'impression numérique. Voilà, après, on a des petites casquettes en broderie. Et donc là, ça te permet… la broderie, c'est la technique la plus noble. C'est la technique de marquage la plus qualitative qui existe. Là, la résistance au lavage, le t-shirt sera usé avant que la broderie soit usée. Bien sûr. Et là,
sur On du est hoodie cette sur fois. le hoodie ZZCC. Ouais, Donc c'est de que je connais bien. l'impression que tu connais bien. Et là, en gros, tu as de l'impression numérique. Donc même avec des petits halos de lumière, les dégradés, ça montre tout Ouais, tout parce que là, pour le coup, de- tu as vraiment des choses qui sont très détaillées, très Exactement. précises. Raphaël ne fait pas qu'imprimer des t-shirts, il en fabrique aussi. Son atelier a une histoire un peu particulière, mais ça, on en reparlera tout à l'heure pendant le podcast. Donc là, on arrive dans l'atelier de confection. C'est toutes les machines pour monter les différentes pièces textiles. Parce que pour moi, vous étiez une entreprise de personnalisation. Je ne savais pas du tout que vous fabriquiez vos produits. Et donc, du coup, vous fabriquez à la fois pour les clients de Wilty qui viennent du coup sélectionner sur le Exactement. catalogue, mais aussi pour des marques qui viennent vous fournir. Exactement. viennent avec un Parfois, cahier des de marques viennent charge. carrément avec un cahier des charges, avec les rouleaux de tissu carrément. Ok, avec leur matière. Avec leur matière. Ok. Donc on a deux métiers, voilà. Soit c'est notre matière, coton bio toujours, soit c'est la matière des clients directement. Ils viennent avec leur matière, leur patronage, et nous on Toi, tu coupe, te on charges de la monte et on fabrication et du fabrique. montage. Exactement. Salut Raph, on vient de tourner une petite séquence d'intro qui est dispo sur YouTube. Si vous écoutez cet épisode en audio, vous pouvez aller retrouver ça sur la chaîne YouTube. L'idée maintenant, c'est que tu puisses nous parler un peu plus de ton parcours, de qui tu es, de ce que tu fais et de comment t'en es arrivé là. Donc je pense que le plus simple, c'est peut-être que tu nous expliques un peu comment t'es arrivé jusqu'ici, comment t'es arrivé à fonder Wilty, et puis après on creusera un peu les enjeux autour de votre boîte, de ce que vous faites et de toute la complexité qui peut arriver autour, quoi. Alors moi là-bas j'ai fait une école de commerce en marketing et en luxe. Je me suis retrouvé là complètement par hasard. J'avais pas du tout l'intention d'être dans le textile plus tard. En gros, j'avais un blog en 5e année sur le luxe et le digital. Donc je décryptais en fait les expériences digitales des marques de luxe. J'ai développé ce blog. J'ai commencé à me créer un réseau en B2B sur cette thématique-là. Et dès que je suis sorti de l'école, je me suis lancé en freelance immédiatement. Enfin, j'ai jamais été non plus comme toi, je crois. Tu m'expliquais tout à l'heure. Exactement. J'ai jamais été salarié, à part de l'alternance. J'ai tout de suite été en freelance. Et en fait, au début, je faisais des sites internet, je faisais du community management pour des petites marques. Et c'est là où j'ai rencontré mon associé de chez Wilty. En gros, c'était mon client Ok. sur une boîte qu'il avait montée dans le digital qui a pas duré très longtemps. Parce que lui, c'était quelqu'un qui était dans le sentier, qui a été fabricant dans le textile pendant 30-40 ans. À l'époque où le sentier c'était l'âge d'or du sentier, la vérité si je mens, enfin c'est exactement c'est lui. Et du coup en fait c'était mon client, on s'est bien entendu, j'étais un peu le seul département qui fonctionnait dans sa boîte et on s'est rencontrés à ce moment-là. La boîte a duré 8-9 mois. Et lui il était à une soirée, il a entendu parler d'un concept américain qui s'appelait Teespring, qui était genre le premier site à faire du print on demand. Et donc ça a cartonné, ça faisait des centaines de millions de chiffres d'affaires en quelques années, Teespring. Il a entendu parler de ce concept-là, lui il a dit bon bah Teespring c'est du print, c'est de l'impression, c'est les t-shirts, moi j'ai fait ça toute ma vie, ça doit pas être très compliqué. Donc est-ce que ça t'intéresse de te lancer avec moi? Moi j'ai mis, je sais pas, même pas une journée pour réfléchir et j'ai dit vas-y, ok, on y va. Alors que moi j'avais quand même tout mon business qui tournait depuis 2 ans, j'étais bien, mais j'ai toujours eu envie de lancer ma boîte. Et donc en fait on s'est associés, on a développé Wilty en 2015 et on a commencé à travailler en 2016 à avoir nos premiers clients. Et en gros le principe du POD c'est que le t-shirt n'existe pas tant qu'il n'est pas vendu. C'est-à-dire qu'il existe sur une vitrine en ligne et à partir du moment où quelqu'un le commande et l'achète, nous la commande elle arrive chez nous, on imprime le t-shirt et on l'envoie directement au client final. C'est comme ça qu'on a commencé, on a commencé dans un local de 15 mètres carrés. En gros, il y avait Bruno et moi. Au tout début, on n'avait pas de clients, rien. On créait le site internet. On avait Bruno, en fait, qui connaissait globalement le métier du textile et de l'impression, mais il connaissait pas du tout le métier artisanal d'imprimer concrètement. Lui, il avait des ateliers, il fabriquait pour des grandes marques. Et en gros, donc on s'est retrouvé dans ce petit local. Lui, il a acheté donc une presse. Une petite presse manuelle, donc même pas les presses automatiques qu'on a aujourd'hui. Il a acheté une presse manuelle, il a acheté un plotter de découpe et on a commencé à essayer d'imprimer des t-shirts. On fonctionnait pas mal avec le B2B pour essayer de financer le print on demand. Donc on prenait des petites commandes de 30-50 pièces de clients, genre d'hôtels, de restaurants, et ce qui nous permettait de financer notre outil site internet, parce qu'il y avait quand même pas mal de fonds de base pour commencer. Et en fait, moi j'étais un peu commercial, j'allais chercher des commandes. Pour le POD, j'allais parler à l'époque, c'était les pages Facebook qui régnaient en maître sur le digital en termes de communauté et tout, c'était très fort. Donc en gros, moi je contactais des pages Facebook à la main. Alors salut, je suis un jeune entrepreneur, j'ai monté ma boîte, c'est du print on demand. J'expliquais, les gens avaient du mal à comprendre qu'en fait il y avait 0 € à investir au départ. Ils pensaient toujours à une arnaque.
C'est-à-dire que t'arrives, tu dis, bah, tu peux gagner plein d'argent en dépensant zéro. Mais c'est quoi ce truc? Et en fait, c'est réel, quoi. C'est-à-dire que j'ai démarché pas mal de pages, et il y a une des premières pages avec lesquelles on a travaillé qui était Madame Connasse, qui existe toujours d'ailleurs, qui est une très grosse page française. Bien sûr. Il y a plus de 3 millions de collège, fans. C'était vraiment il y a archi longtemps. Au début, je m'occupais de tout, c'est-à-dire que je lui ai fait un design pour elle, je lui ai créé le produit sur mon site, je lui ai envoyé le lien, elle avait plus qu'à le poster. Je lui ai dit, écoute, on fait un test, ça te coûte rien. Si ça vend, c'est bien. Si ça vend pas, c'est pas grave, t'auras rien perdu. Et donc, on était en 2016, donc je lui fais mon petit design là que j'avais fait sur Photoshop. Et je lui envoie, elle poste le lien. Et en 1 heure, 100 ventes. Ok. Elle a vendu un t-shirt à 30 €, il lui coûtait 12, elle gagnait à peu près 20 € par t-shirt, en 20 € fois 100, 2000 € en 1 heure. Là, on commence à trouver notre product market fit, quoi. On va aller chercher plein de pages Facebook qui ont des communautés ciblées. Donc on allait en chercher d'autres, on a développé un peu le POD comme ça. Et toujours en parallèle, on avait cette activité de B2B, et donc du coup il y avait Bruno qui était mon associé dans la pièce d'à côté, qui imprimait les t-shirts, mais du coup comme c'était le début, il ratait un t-shirt sur 3, donc moi je prenais des commandes, il ratait les t-shirts, ça rendait fou. Tu m'étonnes. Et en gros, quand on a commencé à prendre nos premières commandes, on étouffait, quoi. C'est-à-dire dès qu'on avait une commande B2B, je sais pas moi, de 200 pièces, t'avais 4 cartons dans notre local de 15 mètres carrés, t'avais une petite étagère avec notre stock, et en gros à chaque fois qu'il y avait une commande, on donnait à Bruno le t-shirt, il l'imprimait. Une chance sur 2 qu'ils le réussissent. Donc on perdait beaucoup d'argent au début. On essayait, on imprimait, on ratait, on recommençait. Et ça a commencé comme ça. Et en fait, c'est au premier Noël de Wilty en 2016, où là, à Noël, on s'attendait pas du tout à ça, quoi. Ça a explosé. En gros, les pages qui faisaient 2 ventes par jour, elles ont commencé à multiplier par 5 leur prix, quoi, leur chiffre. Donc elles faisaient 10 ventes par jour. On était beaucoup trop petits, on avait notre petite presse, on travaillait de 8h à 23h le soir. On a demandé à des membres de notre famille de venir nous aider parce qu'il fallait emballer, donc on avait acheté des petits papiers cadeaux. Donc il y a mon père, ma mère, des amis qui sont venus nous aider à emballer tous les colis. Et c'est comme ça que Wilty a un peu démarré et a commencé un peu à fonctionner la première année. Il y a 2 choses qui me posent question. La première, c'est d'une part, il y a quand même un outil tech au départ qui est tu dois quand même pouvoir apposer ton logo sur un packshot. Yes. Tu dois pouvoir le vendre, donc il faut pouvoir encaisser, tu as de la transaction financière, etc. On est en 2016, donc on n'est pas au tout début d'internet, mais on n'est quand même pas non plus en 2023. Ouais. En fait, au départ, j'ai cherché moi un cofondateur tech pendant des mois que j'ai pas trouvé. Donc au final on a dit mais il faut bien qu'on commence, on va pas perdre 2 ans à trouver un cofondateur, on va prendre une agence. Donc on a pris une agence qui nous a développé le site en PHP au tout départ. À l'époque c'était le langage un peu, bien sûr, le langage principal. Et donc en fait on a mis plusieurs mois à développer l'outil, voire 1 an. Enfin l'outil il s'est jamais arrêté d'être développé entre guillemets, pour que le truc marche ça a mis bien 1 an. Et en fait ce qui s'est passé c'est que l'agence était loin d'être catholique, on va dire. En gros, elle nous a arnaqué. Une fois qu'elle avait développé le site internet, elle nous a demandé de payer une note pas prévue du tout pour qu'elle nous fournisse les codes de notre propre site. J'ai l'impression que ça arrivait à pas mal de monde il y a des années. Et nous, on débutait, on n'avait pas signé de choses juridiques, d'avocats, on s'y est complètement fait avoir. Et en fait, on a essayé de négocier avec eux et tout, mais ils voulaient rien entendre. Et en fait, on a dû débourser 10 000 € pour réacheter le propre site qu'on avait fourni, quoi. C'est le premier coup dur de Wilty, mais bon, Bruno avait confiance, il a dit bon, on va payer et ça nous appartiendra et on changera d'agence et il faudra essayer d'intégrer au maximum quelqu'un chez nous. Ça, on n'a jamais trouvé notre cofondateur tech. Du coup, on a eu un freelance avec qui on a été assez proche pendant plusieurs années qui nous développait le site. Et aujourd'hui, on est toujours avec un freelance pour développer un peu Wilty tout le temps, tous les jours, dès qu'il y a de nouvelles fonctionnalités ou des bugs à régler ou des choses comme ça, on est avec un freelance. À l'époque, vous le financez du coup en fonds propres. En fonds propres, via le B2B qui vous sert à faire le levier. C'est ça. Ok. Exactement. Le coût du site de base, c'était bien 30 000 € pour développer un outil comme ça qui marche, quoi. Effectivement, il y avait le paiement, il y avait la passerelle avec la banque, on avait pris Stripe. Il fallait, au début, il y avait les contrats avec les banques au début, je sais plus comment ça s'appelait ces choses-là, mais en gros on avait trouvé Stripe, c'était la solution parfaite. Mais le truc qu'on regrette un peu, c'est qu'on a développé tout de A à Z sans partir de quelque chose d'existant.
Et je pense qu'à revenir en arrière, on aurait peut-être dû partir d'un CMS existant en le customisant plutôt que de partir de zéro avec notre code en propre, quoi. Parce qu'à chaque fois, du coup, qu'on devait donner ce code à une nouvelle personne, c'était compliqué. Il fallait qu'ils réapprennent tout. Il y avait des commentaires de développeurs, mais c'est toujours un peu compliqué de maintenir une base de code comme celle-là. Et du coup, ça pose quand même la question de... Parce qu'aujourd'hui, je pense que quelqu'un qui voudrait lancer un outil de POD, techniquement, je pense qu'il y a de la ressource, etc. Mais en 2016, le paysage concurrentiel sur la POD... Il n'existait pas. Il était quasiment nul. Il y avait une personne en France sur le POD qui était, je crois, né 2 ans avant nous, qui avait pour le coup, c'était un copycat de Teespring. D'accord. Ils avaient pris Teespring, ils avaient remplacé par leur logo et ils avaient fait ça. Mais au final, c'est une très bonne idée. Je pense qu'ils ont toujours à peu près la même DA. Ils sont toujours à peu près la même DA. Ils existent toujours. Mais ils fonctionnent c'est devenu gros. Eux, ils sont vraiment restés focus sur le POD. Ouais. Donc on était parmi les premiers Français en print on demand. Et maintenant, il y a plus en plus d'acteurs. Et en fait, ce qui est fou dans le POD, c'est qu'il y a plein d'acteurs qui se créent tous les ans, mais qui meurent la même année. Parce qu'en fait, c'est un métier hyper difficile. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps que les commandes rentrent. Et la plupart du temps, les acteurs du POD, ils n'ont pas du tout fait le même choix que nous. C'est-à-dire que souvent, ils n'ont pas leur propre outil de production en interne. En fait, ils ont développé l'outil technologique et ils passent par des ateliers, comme nous, typiquement, pour imprimer. Donc en fait, ils sont très forts dans la technologie. Donc souvent, les cofondateurs, c'est des techs, mais c'est pas du tout des gens du produit ou de l'impression. Ils passent par des usines, ils pluguent leur outil à l'usine. Et ça leur permet de faire le POD comme ça. Et le modèle économique, il est viable, ce genre de boîte ? Parce que moi, j'ai l'impression que les taux de marge doivent être excessivement faibles. Alors, c'est faible, mais c'est le volume qui fait la différence. Ouais, d'accord. En fait, ces gens-là, il faut réussir à avoir un très gros volume, des gros vendeurs. Ce qui explique qu'ils meurent assez vite. Et c'est pour ça que nous aussi, on a décidé de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, dans le sens où on ne voulait pas s'enfermer dans le POD. On a voulu avoir cette activité B2B. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Avant, on était plus 80-20, mais 80 POD, 20% B2B. Aujourd'hui, c'est plutôt 80% B2B, 20% POD. Oui, parce qu'en plus, je suppose, comme toutes les activités B2B, que tu arrives aussi à générer de la récurrence, à générer Exactement, c'est les réassorts qui font qu'on gagne notre vie. Bien sûr. Aujourd'hui, la concurrence, c'est ce que tu dis, elle s'est développée, tu as des acteurs qui apparaissent, etc. Vous avez fait le choix aujourd'hui de basculer sur un modèle qui est essentiellement B2B, c'est ce que tu dis, mais... Aujourd'hui, comment, parmi tous ces acteurs, comment vous émergez ? C'est quoi la proposition de valeur ? On a 3 propositions de valeur, on va dire. Il y a le fait qu'on travaille beaucoup avec du coton bio, alors que la plupart des acteurs de POD, ils veulent vendre des t-shirts pas chers ou pas spécialement qualitatifs. Nous, on essaie de travailler plutôt avec des marques qui ont envie de se développer sur le long terme, pas juste faire un coup. Donc, on propose vraiment des t-shirts et des sweats et du textile principalement qualitatif. On a une option que la plupart n'ont pas, c'est qu'on a des textiles en made in France qu'on produit nous-mêmes. Donc ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Et la dernière valeur ajoutée, c'est la communication proche avec nos clients. C'est le fait de rendre des services un peu fous. On est tout le temps hyper disponible, on est ultra réactif. Nos clients nous appellent. C'est peut-être un peu moins le cas maintenant, mais au départ, quand on a lancé la boîte, le jour, la nuit, il n'y avait pas de jour et de nuit. On travaillait 24 heures sur 24. Nos clients, ils nous demandaient toujours des deadlines complètement folles, nous sortir des t-shirts pour le lendemain ou pour l'après-lendemain, pour un événement. Il y a même une anecdote très drôle. D'ailleurs, sur le client sur lequel on a bossé ensemble, Kikessa, qui est un artiste qui s'est développé sur YouTube pas mal. En fait, ce client-là, il nous commande toujours du textile à la dernière minute pour des tournées. Et en l'occurrence, il nous a commandé pour une de ses tournées il n'y a pas longtemps une centaine de t-shirts, une centaine de sweats à livrer. Genre, il nous a appelé mardi pour livrer vendredi, mais pas à Paris. Nous, on est à Paris. Et ce qui s'est passé, c'est que Brigitte, donc la directrice de la logistique, la femme de Bruno, est partie à Lyon en voiture avec la camionnette pour livrer pour la tournée du soir même. Elle est partie là-bas sur place. Elle est du coup. Donc elle a livré au Zénith. Elle a livré là-bas. La salle, exactement. Ouais. Donc elle est restée la nuit à l'hôtel. Elle a fait la soirée chez Kikessa. Elle a fait la tournée le soir. Elle était là-bas au concert. Elle a même participé à vendre les t-shirts et les sweats à la soirée. Et elle est repartie le lendemain, trop contente d'avoir fait la soirée. Mais voilà, on va jusque là pour nos clients, quoi. C'est-à-dire quand on n'arrive pas à tenir notre deadline, on veut tellement tenir notre promesse qu'on va jusqu'à prendre notre camionnette et aller à Lyon pour livrer la marchandise, quoi. Ouais. Enfin, heureusement qu'il y a des process, mais c'est quand même très flexible, quoi.
c'est la force aussi, ça peut être la faiblesse, mais c'est la grosse force de Wulti d'être aussi flexible. Mais bon, c'est vrai que les deadlines Kikessa sont parfois sont parfois un peu tendus. À gérer, ouais, exactement. Ils nous ont contactés pour le site web à peu près en même temps que Exactement, qu'ils allaient faire la tournée. Donc, très, très compliqué. Mais bon, c'est des projets sympathiques qu'on n'a pas envie de refuser. Donc on le fait, même si c'est dur. Les artistes, ils ont toujours un peu ils ont pas cette notion du temps comme la plupart des mortels. Je pense qu'ils ont des journées de 28 heures. Je vois pas comment c'est possible. Exactement. Non, c'est clair. Ça me fait une belle transition parce qu'il y a 2 projets sur lesquels on a bossé ensemble. Il y a eu Kikessa, mais il y a eu la ZZCC aussi. Exactement. Qui a pas été un projet de tout repos. Exact, ni pour toi ni pour moi, je crois. Non, c'est clair. Je pense que là, on a atteint le summum. C'est un peu baptême du feu. C'était notre premier projet ensemble d'ailleurs. Ouais, exact. C'est toi qui nous avais mis en relation avec eux. Je sentais que c'était un projet très cool, à la fois très cool et en même temps très, très short. Mais je me suis dit, il n'y a que toi qui pouvait répondre à ce genre de projet. J'ai eu raison. On a réussi, mais pas sans mal. Ça m'intéresse. Parce que bon, nous, l'avantage, c'est que la deadline, elle est short. Mais quand c'est livré, c'est livré. Tu vois, si le client, il fait 10 ventes, il fait 10 ventes. S'il fait 100 000 ventes, il fait 100 000 ventes. Par contre, au moment où moi je livre, toi, ton travail, il commence ce jour-là. Et honnêtement, alors autant j'étais très content le soir même quand on a vu les milliers de commandes arriver et le chiffre d'affaires grimper en flèche. Quoi. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, je me suis dit, putain, Raphaël, il est dans une sauce. Oh. Ouais, j'étais bien dans la sauce. En gros, ZZCC, quand ils ont lancé, en plus ils ont lancé en live, je crois, ils étaient en même temps, ils ont lancé le site. C'était à l'Olympia. Exactement, à l'Olympia. En live à l'Olympia sur la front page de Twitch. Et là, l'afflux de commandes, il était complètement hallucinant. Je sais plus, ils ont fait 2000, 3000, 4000 commandes en 2 jours. Enfin, c'était complètement hallucinant. Donc, en gros, on était à la fois très contents parce que c'était beaucoup de chiffres en un espace de temps hyper réduit. Bien sûr. Mais derrière, il fallait sortir la cam, quoi. Donc, il fallait envoyer la marchandise. Et donc, du coup, il y a eu pas mal de nocturnes ici à imprimer. Il fallait se dépêtrer avec toutes les tailles, les modèles différents. Il y avait de la broderie. Donc, la broderie, on peut pas la faire à la demande en plus. Donc, il fallait un peu prévoir du stock en plus de casquettes pour pallier à la demande parce qu'on savait qu'il y allait avoir encore plein de commandes qui allaient arriver. Donc, il fallait faire plus que ce qui était prévu. Donc, c'était un mix de stock et de demande. Ouais. En plus, il y avait des produits externes, c'est-à-dire on faisait pas tous les produits de la ZZCC. Il y avait des pins, il y avait des shows, des platines. Vous faisiez que le textile. On faisait que le textile. Mais donc parfois il y avait des commandes où il y avait des mecs qui commandaient une platine, un textile, un pins. Donc en plus ils nous ont pas tout livré en même temps. On pouvait pas tout fulfill, donc il fallait qu'on mette de côté, qu'on attende la platine, ou alors on expédie en 2 fois. On expédiait d'abord le textile, puis il fallait noter que dans 2 mois on allait recevoir la platine et envoyer la platine. Enfin, c'était un chantier très 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 compliqué, mais au final qu'on a réussi plus ou moins à gérer avec il y a des gens qui ont reçu leur commande très vite, d'autres qui l'ont reçu beaucoup moins vite. Et en plus ils ont eu un gros problème, un gros souci avec la passerelle de paiement. D'encaissement avec la passerelle de paiement. Donc il y a eu des commandes qui ont été frisées pendant longtemps, donc qui ont été remboursées. Donc ils ont relancé une communication sur le site plusieurs mois après. Ça a refait un carton. Il fallait pas se tromper entre les clients d'il y a 2 mois exactement qui avaient annulé, remboursé, ceux qui avaient repayé. Alors ça arrache un petit peu les cheveux sur les fichiers CSV. C'était une sauce, mais au final on s'en est sorti et là actuellement ça continue de fonctionner toujours. Et là sur un projet comme celui-là, vous êtes quand même en full flux tendu ou vous prenez un tout petit peu de... On prend de la marge. On avait commandé du textile vierge en avance, pas trop parce qu'on savait pas ce que ça allait donner, mais quand même un minimum pour être préparé. Un volume, exactement. C'est ça. Donc c'était du mi-stock, mi à la demande, mi-produit externe, là c'était un peu c'était quand même un projet... C'était complexe. Ce qui nous différencie aussi de nos concurrents, c'est que je pense qu'il y en aura plein qui auraient refusé parce qu'ils auraient vu trop la complexité de la chose et qu'ils auraient dit bon, nous on fait pas trop compliqué. Nous on a dit mais c'est trop sympathique comme projet, on n'a pas envie de refuser. Donc on a dit bon, on va se casser un peu les dents, mais on va y aller quand même. Et de ce projet-là, on a eu d'autres artistes qui ont vu qu'on était les prestataires de ZZCC, qui nous ont contactés, etc. Il y a beaucoup de... Wulti s'est fait énormément sur le bouche à oreille. Notre acquisition client, c'est 0 en ads, quoi. C'est que du bouche à oreille. On a énormément de bouche à oreille. L'une des grosses valeurs ajoutées, t'en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est aussi que vous confectionnez. Tu parlais de fabriquer en Made in France, mais on n'est pas sur du Made in France... très lointain, puisque tu nous as emmené tout à l'heure visiter l'atelier de confection qui est juste de l'autre côté de la rue, littéralement. Et donc ça, c'est quand même quelque chose que je m'attendais vraiment pas à trouver, pour être honnête, en venant te rendre visite ce matin. C'est à la fois un gros engagement, parce que coton bio, produit juste à côté,
on sent une démarche quand même qui est bien dans l'air du temps. Ouais, clairement. À la fois sur la rapidité et sur l'exécution aussi, parce que évidemment, produire juste à côté, ça te permet, je pense, de condenser les délais et d'optimiser ta prestation à haute dose. C'est quoi le déclic? Comment vous arrivez à un moment donné à vous dire ok, en fait là il faut qu'on confectionne, il y a une plus-value, parce que je pense que l'intérêt économique il est pas évident de prime abord, arrête-moi si je me trompe. T'as raison. J'ai un peu le feeling que c'est pas l'argent qui est moteur de ce genre de projet. On avait pas mal de demandes chez Wilty de pièces qu'on n'était pas capable de faire en achetant un produit fini. C'est-à-dire qu'on travaillait avec des clients sur des produits t-shirts, sweats, avec de la personnalisation simple. Et ces clients, ils voulaient toujours plus de choses, des choses spécifiques qu'on peut pas faire en personnalisation simple. Il fallait obligatoirement passer par la confection. Donc au début, moi, je refusais un peu ces demandes parce qu'on n'était pas capable de le faire. Mais au bout d'un moment, on en avait tellement que j'ai dit à Bruno, bon, t'as fait ça pendant 40 ans, remets ton métier ici et on recommence, quoi. Et en fait, il refusait tout le temps parce qu'il savait à quel point c'est compliqué la confection. Il sait que c'est un métier hyper difficile, que les clients sont super exigeants, que les délais sont souvent short. Enfin, lui qui est de nature pas trop stressé, bah là du coup il revenait dans un métier où qu'il l'avait stressé pendant 30 ans, donc c'est pour ça qu'il refusait pas mal. Mais au final, on avait tellement de demandes et c'était tellement grisant et excitant qu'on a dit bon, on va y aller en fait. Et il a dit au bout de 2 ans de forcing auprès de lui, il a accepté. Ok. Et en gros, on a eu un peu une opportunité, mais c'est un mot fort, mais au moment du Covid, c'est ce qui a fait vraiment l'acte fondateur et qui a déclenché la société de confection. C'est qu'en gros, les masques, il y a eu énormément de masques en tissu produits, il y avait une demande qui était extraordinaire. Et tous les ateliers, même les petites couturières chez elles, étaient réquisitionnés pour fabriquer des masques. Et en fait, on a profité, entre guillemets, de cette opportunité. Et en fait, on a commencé à fabriquer des masques. Au départ, pour Wilty, on faisait des masques décoratifs, entre guillemets, pour sauver Wilty. Parce que littéralement, quand il y a eu le Covid, pendant un mois, à l'arrêt complet, les machines ne tournaient pas, il ne se passait rien, on était en dépression. Et Bruno, il était trop en dépression pour entendre ce que j'avais à dire, et donc en fait lui il a trouvé un de ses copains à lui qui avait du tissu, il s'est déplacé dans l'atelier, il a vu qu'avec ces tissus on pouvait fabriquer des masques et ça l'a réveillé, et donc en fait il a sorti un proto en une journée d'un masque en coton, et en fait on allait voir nos 2-3 clients un peu historiques en POD. On leur dit bah écoutez les gars, on est à l'arrêt complet là depuis un mois, on a eu cette idée de masques décoratifs. Donc c'était pas des masques qui protégeaient, mais c'était des masques qui protégeaient un minimum, mais c'était pas des masques c'était pas du chirurgicaux ou FFP2, c'était des masques en tissu. Et donc on a décidé de réutiliser en fait les quelques visuels qu'on avait mis sur les t-shirts, mais sur ces masques. D'accord. Et donc moi il me fait le proto, je suis chez moi et on se voit, il m'amène le masque. Moi je fais quelques petites photos avec mon iPhone, je fais le pack shot, c'est des masques noirs tout simples en coton. Je mets la référence sur le site de Wilty, sur Photoshop je crée des petits visuels, je reprends des visuels qu'on avait fait sur les t-shirts et puis j'en crée quelques-uns. Je les envoie à 3-4 clients forts en POD. Tous sont partants pour tester parce qu'eux aussi sont à l'arrêt, donc on essaye quoi. Donc là je commence à envoyer les designs, on les publie. Et là, Noël, premier Noël, raz-de-marée. Donc tous les gens étaient chez eux en chômage partiel, les machines tournaient pas depuis hyper longtemps. Enfin moi j'allais une fois par semaine avec mon frère qui est aussi directeur de production de Wilty. On allait, d'ailleurs c'était très drôle à l'époque, les routes étaient désertes le matin, il n'y avait aucune voiture. Donc vous êtes à Paris en plus. Kiff, et donc là le soir on lance les masques, je sais pas, peut-être 1000-2000 masques vendus en une soirée. Donc là on rappelle tout le monde, on vient à l'atelier, pareil, des aides extérieures, le fils de Bruno, mes parents viennent nous aider à emballer les masques, à les imprimer, parce que là pour le coup tout le monde pouvait les imprimer, c'était que de la presse. Et à ce moment-là, donc on fait ces masques décoratifs et en fait on décide aussi de commencer à fabriquer des masques en tissu, mais cette fois-ci en lien avec l'AFNOR, là où ils avaient mis des réglementations, des masques 3 plis. Et en B2B, du coup on avait déjà notre base de données clientèle. On commence à les interroger et en fait eux-mêmes viennent vers nous en disant mais vous savez fabriquer des masques, et donc on commence à vendre des masques. On n'en trouvait plus exactement. Et donc on a utilisé des rouleaux de tissu qu'on avait déjà, on a fabriqué des masques, et c'est comme ça qu'est née la confection. Et au final, nous, notre dessein à terme, c'était de fabriquer des t-shirts et des sweats et des chemises en Made in France. Et donc c'est comme ça qu'on a débuté, et ensuite les clients B2B existants sont arrivés et on a commencé à
à réussir à vendre du made in Aubervilliers, quoi. Oui, parce que du coup, si on refait la chronologie, donc Wilty lancé il y a 7 ans, le Covid il y a 2 ans après, quoi. 3 ans, ouais. Oui, donc t'es quand même encore sur une entreprise Jeune. ouais. Ouais, par contre, vous sortez de là avec un On est atelier fort, de confection C'est ça. capable de produire, c'est ce que tu nous expliquais tout à l'heure, pour des marques tiers, du coup, puisque Exact. vous avez des clients qui viennent avec un cahier des charges et pour qui vous fabriquez. C'est ça. Donc on a aussi bien des grosses marques de mode, dont je pourrais pas donner les noms, mais des marques de mode qui viennent fabriquer chez nous. On a des petites marques de créateurs qui se lancent et qui veulent fabriquer absolument en Made in France. Ouais, bien sûr. Donc on s'en occupe aussi. Et puis on a des clients B2B où par exemple on a un très gros client, une grosse chaîne de restauration avec qui on fait pas mal de t-shirts imprimés, t-shirts brodés, casquettes brodées, qui a voulu à un moment faire des chemises avec son motif, mais des chemises en all over, c'est-à-dire de la fabrication Ouais. où on imprime le tissu avant et ensuite on monte la chemise. Et pareil, ils nous ont commandé des milliers de chemises et c'est comme ça qu'on a démarré à avoir nos premières commandes en B2B sur ça. Je me dis quand même, quand t'es en B2B, quand t'as une boîte qui commence à avoir besoin de faire confectionner ses propres chemises, C'est assez gros. Quand même. Ouais, ça va. C'est des boîtes qui... Ouais, Vous connaissez ces marques. Vous connaissez ces boîtes. C'est des grosses boîtes. Et du coup, il y a un troisième versant, parce que on a parlé de Wilty, personnalisation, logistique, puisque vous gérez aussi l'expédition. On a parlé de l'atelier de confection. Mais tu as en plus de ça une marque en propre, Essential Colors. Donc la B2C pure et dure, sur Shopify. Voilà. Classique, exactement. Donc là, c'est Essential Colors. On a commencé à développer la marque il y a un peu moins de 2 ans. Ouais. Au départ, sans grandes ambitions, on s'est juste dit, bon, on a des t-shirts quali. Il y a quand même... Le marché est trusté par des énormes acteurs qui vendent des t-shirts unis. Bruno y croyait beaucoup. Ouais. Moi, c'est pas que j'y croyais pas, mais on va dire que j'attendais de voir. Donc en fait, on a commencé. J'ai fait le site moi-même, j'ai pris un template, je l'ai custom un peu sur Shopify. On a fait un petit shooting au tout début pour avoir un peu des photos lifestyle. J'ai mis en ligne le site. On a commencé uniquement avec la publicité Instagram et Facebook. Ok. On faisait, j'avais ma graphiste de Wilty qui nous éditait des petits visuels statiques ou des petits motion design, des choses comme ça. On a commencé comme ça. Et en gros, notre offre, elle était très forte. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas de promo spontanée sur une période de temps. On faisait vraiment une promo constante. C'est-à-dire qu'en fait, notre baseline, c'était un t-shirt acheté, un t-shirt offert, quoi qu'il arrive, tout le temps. Et en fait, on a démarré comme ça, avec des prix vraiment très accessibles. Oui, parce qu'encore aujourd'hui, à l'unité, le t-shirt, il reste très accessible. Ouais, 20-25 €, quoi. Ah, c'est notre t-shirt le moins cher, il est à 29 € les deux. Donc 14,5 l'unité. Ouais. Donc ouais, ça reste très accessible. Et en fait, au début, on faisait nos petites publicités, on vendait quelques t-shirts. J'étais déjà étonné qu'on arrive à vendre des t-shirts unis, parce que la plupart des marques qui se lancent aujourd'hui, c'est des visuels imprimés sur le t-shirt, quoi. C'est ça qui fait la force de ces marques-là. Nous, de se dire qu'on va aller vendre sur un segment de marché qui est ultra saturé, des t-shirts, ça va être compliqué. Mais on n'a pas lâché, on a développé la marque sur Facebook et Insta, on a commencé à créer beaucoup d'UGC, de User Generated Content. Donc là, on a pris quelqu'un qui faisait des vidéos tout le temps, tous les jours, Michael. Et on a commencé à poster ces vidéos sur TikTok, sur Instagram, en publicité. Et là, les chiffres ont évolué, on a commencé à faire des belles journées. Et là, la marque, après 2 ans, elle continue de se développer. Et aujourd'hui, c'est peut-être 5-10% du chiffre d'affaires de Wilty. Ouais, ce qui est quand même honorable pour une marque pas mal. de 2 ans. Pour une c'est pas mal. En B2C, qui plus est. B2C. Alors que le B2B, on le sait, apporte quand même des volumes de transactions qui sont autres. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que le B2C nous a amené du B2B. Ouais, c'est-à-dire qu'on a des restaurants qui ont vu Essential Colors et qui sont venus chez nous pour imprimer des t-shirts en ayant vu Essential Colors, donc ils sont devenus clients de Wilty, donc c'est très drôle. Ouais, ça c'est intéressant. Et on a même des UGC qu'on a publiés sur TikTok et sur Insta qui nous ont amené des gros clients B2B sur Wilty qui n'ont même pas acheté sur Essential Colors, qui ont juste vu des t-shirts, en fait, qui ont dit ça a l'air quali, j'en veux pour ma société, quoi. Et on a signé des très gros clients, un de nos plus gros clients de 2023 grâce aux UGC qu'on a fait sur Essential Colors. Ok, ça c'était ma grande question, c'était un peu qu'est-ce que tu tires de l'expérience B2C clairement, pour Wilty, mais il y a des passerelles entre les deux, quoi. Il y a vraiment des passerelles entre les deux, beaucoup moins du B2B au B2C, mais du B2C au B2B. Ouais, clairement, il y a des. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas toujours avoir cette vision un peu héroïste de j'ai dépensé tant
combien ça m'a rapporté. Enfin, nous, en l'occurrence, comme on est sur un métier avec et du B2B et du B2C, bah, ça nous permet d'avoir clairement une vision beaucoup plus large de on dépense tant, mais en fait, ça nous rapporte pas juste les ventes sur Essential Color, ça nous apporte du business, de la visibilité, etc. Nos ambitions, maintenant, elles sont beaucoup plus grandes qu'au départ, c'est-à-dire qu'on a la chance d'être sur un marché où on vend des t-shirts, des sweats, des pièces quali unies. Ouais. Donc le monde est notre clientèle. Oui, bien sûr. Tout le monde va à un moment avoir un t-shirt blanc, un t-shirt noir dans sa garde-robe. Donc en fait, il y a des très gros installés sur le secteur, mais avec nos prix, avec notre com décalé, avec le fait que Wilty aussi finance Essential Color, parce qu'on dépend de personne, on peut y aller en fait progressivement, gentiment. Et l'idée, c'est clairement d'aller développer l'Europe. Aujourd'hui, la France, on a encore beaucoup à développer en France, mais ce marché, il est exceptionnellement grand. Et quand on voit notre taux de récurrence qui parfois atteint les 30%, donc les gens sont très contents. Les gens sont très contents des t-shirts, ils rachètent. Et en plus, avec l'offre, clairement, quand on insiste, nous, sur le fait de renouveler sa garde-robe, un client commence par acheter 2 t-shirts chez nous et 2 mois plus tard, il en achète 10. Donc les paniers moyens sont hyper intéressants. Okay. Et l'idée, c'est clairement de continuer à développer cette marque, et on n'a pas de limite en termes d'ambition. Pour nous, ça peut devenir très très gros. On a même potentiellement envie de créer un petit corner physique, parce qu'on nous demande aussi de plus en plus, genre ils voient nos publicités, ils nous disent ouais, j'ai vu votre t-shirt mais j'aimerais bien les toucher, est-ce que vous allez avoir un petit corner, une boutique physique bientôt? Donc on va essayer de développer ça aussi. Trop intéressant. 2024 je pense, un petit point physique. Quand la demande vient des clients, c'est bon signe en général. Exactement. Donc ouais, clairement notre ambition là, elle est grande. Et d'un point de vue logistique, je suppose que ça se gère. Bah du coup, ce qui est super cool, c'est qu'avec Wilty Print on Demand, c'est notre métier de faire la logistique à la demande. Donc en fait, Essential Colors, ça a été entre guillemets les doigts dans le nez. Tout le monde ne peut pas faire Essential Colors demain, quoi. Bien sûr. Même si ça paraît très simple. En fait, si l'avantage concurrentiel, il est monstrueux parce qu'il est hyper important. Il est back office, qu'il est invisible, mais il est clé. Et par contre, sur la partie acquisition, donc tu disais que vous aviez recruté pour faire de l'UGC, etc. Ça, comment ça s'est structuré au départ? Enfin, parce que du coup, je pense que c'est assez loin de la com que vous aviez l'habitude de faire, plutôt orienté B2B, POD. Parce que de toute façon, même la partie B2C de Wilty doit surtout revêtir, je pense, quand même des entrepreneurs en devenir, ou des mecs qui essayent de monter des boîtes, des petits volumes. Donc, quand même presque que sur du B2B. Depuis que j'ai créé Wilty, même avant, j'ai toujours fait beaucoup de veille. J'aime bien aller voir écouter les podcasts, voir les interviews de fondateurs de boîtes digitales. Donc j'allais souvent regarder les sites, l'UX, je regardais les vidéos sur la conversion, le CRO, là, qui est un sujet un peu en vogue. Trendy, ouais. Je savais ce qui marchait pour les digital brands. Et donc c'est pour ça l'UGC aux États-Unis, c'est un truc qui existe depuis plusieurs années déjà. Là-bas, ça cartonne pour toutes les marques. Et donc en France, c'était déjà là, c'est déjà là depuis des années, mais là on va dire que depuis un an on en parle énormément. Un an, ouais. Ça faisait partie de ma veille journalière, c'est pas genre une big news que j'ai pris, c'était quelque chose que je savais déjà. Après il fallait passer le step de passer des statiques aux UGC. Bien sûr. Et Michael, en fait, il s'est formé, il a regardé des milliards de créateurs américains, il passait sa journée sur TikTok et sur Insta, et c'est comme ça qu'il a commencé à voir comment ça fonctionnait. Et on a commencé à poster ces petits UGC, et ça a fait passer un step à la marque. Je trouve qu'il y a quand même un truc qui est fascinant avec ces nouveaux formats d'UGC et de vidéos courtes, c'est la vitesse à laquelle tu peux itérer. Là, quand tu vois, je sais pas, tu prépares une landing page en B2B, ou quand tu prépares une séquence de cold mailing, ou quand tu vas faire de la prospection, avant que tu aies la data nécessaire pour tirer des conclusions de est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, il faut des semaines, voire des mois. Exact. Sur TikTok, tu peux faire une vidéo, la monter dans la journée, la publier, le soir tu sais si c'est un carton. Ça marche pas, ouais. Des choses en organique qu'on poste et qu'on voit que ça fait plus de vues, donc on le transforme en pub. Bah ouais, exactement. Bien sûr. Ouais, c'est vrai que t'as ton résultat qui est assez immédiat. Ouais, je pense que pour le coup, quand t'as quelqu'un qui est dédié à ça, du coup il voit toutes les trends, une force d'itération, exactement. Donc on sort des vidéos tout le temps quoi. Et puis ça, c'est la force d'aujourd'hui. Si une marque elle veut, t'as le SEO d'un côté, mais en tout cas dans ce qui est acquisition payante, il faut renouveler tes créas très souvent, et c'est ça qui fait que tu vas vendre, quoi. Ouais, le problème c'est qu'au coût d'acquisition aujourd'hui sur la publicité, avoir la possibilité de tester ta créa en organique et ne balancer en publicité que tes créas qui ont déjà une vraie portée organique, je pense que t'as quand même un intérêt. Les coûts d'acquisition en ce moment, moi qui ai connu l'âge d'or de Facebook Ads à l'époque sur Wilty, en print on demand,
on faisait des produits un peu dérivés d'Harry Potter et on avait des coûts d'acquisition complètement fous où Facebook mesurait l'achat à 1 euro. On avait des coûts d'achat à 1 euro. Aujourd'hui, c'est un alien si t'arrives à faire ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça n'existe pas. Et donc aujourd'hui, il faut cibler un peu tout le monde et c'est Facebook qui met la publicité devant les gens à qui c'est destiné. Ouais, les règles de ciblage ont Exactement, quand même beaucoup changé. Tout a changé. À l'époque, c'était vraiment le ciblage par niche. Ouais. Et aujourd'hui, il faut cibler 10 millions de personnes pour que Facebook lui dise on va aller cibler lui. Ouais, bien sûr. Mais bon, avant qu'il apprenne, tu dépenses quand même beaucoup Exactement, d'argent. tu dépenses et pas puis mal le d'argent. tracking est moins bon. Exactement. Et, puis, Ouais. Okay. Et du coup, la suite, c'est quoi pour Wilty, pour Essential Color, pour tout ça? Nous, on continue en gros, on a envie de devenir un des plus gros acteurs de la personnalisation textile en France. Okay. On a de quoi faire en France avant de commencer à passer à l'étranger. On a quelques clients européens, mais vraiment notre cœur de clientèle, elle est française. Et là, je peux pas en dire grand chose, mais on a un très gros projet de relocalisation d'usines en France. Il y a pas mal de marques qui depuis le Covid d'ailleurs notamment, ont vu les faiblesses un peu des délais en Chine, le fait que les Français ont à cœur de consommer français tout simplement. Et donc il y a pas mal de marques qui ont refait leurs calculs et quitte à payer un peu plus cher seront fiers de fabriquer en France. Et donc là, on est sur un projet d'usine de relocalisation française où on a envie vraiment de créer un très gros écosystème pour des grosses marques où elles pourraient produire du textile made in France avec la customisation en France, la livraison en France, tout serait français. Ah, c'est super. Et donc du coup, si on veut retrouver un peu, si on veut suivre un peu tous ces projets, si on veut retrouver... Alors on est sur, il y a le Instagram de Wilty, le TikTok de Wilty. On est principalement sur ces 2 réseaux-là, mais on publie pas mal de contenu, souvent sur la réalisation, sur Inside l'atelier, sur des petites vidéos de confection, des choses comme ça, et des petites vidéos un peu plus décalées sur TikTok. Vous pouvez les regarder. Trop bien. Merci Raphaël. Avec plaisir Yann. C'était très cool. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cette conversation jusqu'au bout. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner. On a de nouveaux épisodes qui arrivent très bientôt. J'espère que cette évolution dans le format vous aura plu. Si vous avez trouvé des conseils pertinents, n'hésitez pas à le partager aux gens que ça peut intéresser. Ça nous aide vraiment à démocratiser ce contenu et à le faire aller toujours plus loin, à recevoir des invités toujours plus déments et à vous proposer du contenu toujours plus intéressant. Merci beaucoup. À très bientôt pour un prochain épisode de Pop-Up. Ciao.